Explication spirituelle. 101. Comment penser la place de la pratique psychique dans votre vie? Dans la suite des textes qui vont suivre, nous allons examiner les différents éléments importants de la pratique psychique en elle-même. Mais dans le présent texte, nous allons surtout examiner comment penser la pratique psychique dans la dynamique générale de votre incarnation. Vous êtes un esprit immortel, incarné dans une complexion humaine. Et ce qui est humain, ce n'est pas l'essence de ce que vous êtes, c'est le fait de ce dans quoi vous êtes incarné. Et vous êtes incarné dans un système organique, fait d'un corps physique et d'un cerveau physique. Si vous n'avez pas beaucoup de mal à penser votre corps physique comme une chose distincte de votre essence, la plupart du temps, cet exercice de distinction vous est plus difficile quand ce qui est considéré, ce n'est plus votre corps physique, mais votre système psychologique. Que disons-nous? Nous disons que vous savez généralement penser la distinction entre votre corps physique et votre essence. Vous savez que ce que vous êtes en essence ne se réduit pas au corps physique et ne saurait se penser comme une sorte d'élément dépendant du corps physique. Vous êtes capable de penser la survivance de votre essence après la mort de votre corps physique. Le corps physique est mortel. Et nous disons que votre essence est immortelle. Et normalement, vous êtes capable d'intégrer cette information et de l'accepter comme une vérité, c'est-à-dire comme une assertion qui rend compte correctement de l'aspect de la réalité ainsi considéré. Mais qu'en est-il de votre système psychologique? Je vais vous aider à penser correctement les choses. Appliquez-vous à suivre pas à pas le bon raisonnement, et essayez de l'intégrer et de le maîtriser exactement. Commençons par la première question. Êtes-vous votre corps physique? La réponse est normalement évidente pour vous. Vous avez un corps physique, mais vous n'êtes pas le corps physique. Vous n'êtes pas vos cheveux. Vous pourriez les perdre. Vous pourriez les remplacer par des perruques ou par des implants, mais cela n'affectera pas le fait fondamental de votre essence. Vous n'êtes pas vos yeux. Vous pourriez perdre vos yeux, devenir complètement aveugle, puis vous pourriez bénéficier d'un plan oculaire bionique capable de vous restituer à quelques degrés le sens de la vue, mais vous comprendrez que vous n'êtes pas vos yeux. Vous n'êtes pas votre cœur organe, et on pourrait remplacer votre cœur organe par un appareil remplissant la même fonction, sans qu'il ne se soit agi de vous remplacer vous-même. En appliquant le même questionnement et le même examen à chaque partie de votre corps et à chaque organe de votre corps, à l'exception du cerveau. On peut comprendre qu'il est possible de tout remplacer dans votre corps, et même d'enlever nombre de choses sans même penser à les remplacer, sans que cela n'affecte le fait fondamental de votre essence. Êtes-vous votre cerveau? En première approche, on constate que si votre cerveau est affecté d'une manière significative, cela affecte la manière dont vous vous percevez vous-même. Mais n'est-ce pas déjà le cas quand vous bénéficiez d'un relooking, ou même simplement quand vous faites l'acquisition d'un appareil ou d'une machine que vous désiriez fortement? Le régime de vos sensations et de vos ressentis change. La manière dont vous vous considérez vous-même change. Votre conscience de vous-même est affectée de quelque manière. Certes, quand il s'agit d'affections cérébrales, l'impact est plus complexe. Mais il s'agit essentiellement du même phénomène. Tout changement significatif dans votre corps modifie de quelque manière et à quelques degrés votre expérience subjective de vous-même. Poussons l'analyse un peu plus loin. Supposons que l'on ait mis au point des neurones technologiques, capables d'imiter en tout point le fonctionnement des neurones naturels. Si on remplaçait l'un de vos neurones naturels par un neurone technologique, cela n'affecterait en rien le fait fondamental de votre essence. Si on créait un double technologique de votre cerveau, qu'on enlevait votre cerveau de votre boîte crânienne, pour le mettre dans un incubateur par exemple, et qu'on y mettait le double technologique, vous feriez l'expérience d'être hors de votre corps physique, dans l'incubateur. Votre corps physique serait doté alors d'un nouveau cerveau, un cerveau technologique, mais comme ce cerveau technologique serait identique à votre cerveau naturel, ce cerveau technologique exprimerait une personnalité tout à fait semblable à la vôtre, au point qu'une personne qui vous connaît, mais qui n'aurait pas été mise au courant de l'expérience, croirait qu'il s'agit de vous, si elle venait à interagir avec le nouveau tandem corps, physique, cerveau technologique. Mais vous, vous êtes hors de votre corps physique. Vous êtes dans le cerveau naturel placé dans un incubateur. Revenons à la situation où on vous remplace les neurones un à un. Normalement, si le processus est assez progressif, si on attend que chaque nouveau neurone technologique ait pris sa place dans votre cerveau, au bout du compte, quand tous les neurones naturels auront été remplacés par des neurones technologiques,
quand tout le cerveau ne sera plus composé que de neurones technologiques. Vous seriez toujours dans le cerveau, bien que le cerveau n'ait plus aucun de ces neurones naturels originels. Que s'est-il passé? Le caractère progressif du remplacement des neurones a permis que ce que vous êtes en essence, peu en importe par ailleurs la nature, a permis que ce que vous êtes en essence se soit adapté progressivement de sorte à investir chaque nouveau neurone au fur et à mesure. Savez-vous que vous êtes déjà familier de ce phénomène? Non? Au bout de chaque période de 10 ou 20 ans, votre corps physique est en grande partie, pas en totalité mais en grande partie, composé de cellules qui n'étaient pas là 10 ou 20 ans plus tôt. Ce changement est si progressif que vous avez tout le temps nécessaire pour vous adapter et pour investir sans hiatus chaque nouvelle cellule. Si on retirait en une seule seconde toute la masse biologique qui se fait remplacer sur 10 ou 20 ans, pour essayer de la remplacer quelques secondes plus tard pour une nouvelle masse biologique, de remplacement donc, on provoquerait la mort immédiate de votre corps physique. C'est le processus très progressif de remplacement qui garantit le fait que, quoi que vous soyez, le fait que vous vous adaptiez et que vous investissiez la masse de remplacement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe une relation particulière entre votre essence et votre cerveau physique, car c'est le déplacement de votre cerveau en un bloc qui impose votre déplacement en tant que tel. C'est le remplacement de votre cerveau en un bloc qui impose votre remplacement en tant que tel. On enlève en un bloc votre cerveau de la boîte crânienne et on le remplace par un autre cerveau dans cette boîte crânienne. Eh bien, c'est vous qu'on aura remplacé. Si on enlevait votre cœur organe et qu'on le remplaçait par un cœur technologique, vous resteriez dans votre corps physique. Si on enlevait votre boîte crânienne d'autour de votre cerveau, sans déplacer le cerveau, et si on déplaçait le corps physique ailleurs, vous n'aurez pas changé d'endroit, vous resterez où est votre cerveau physique. Maïs. Si on remplaçait progressivement les neurones naturels de votre cerveau par des neurones technologiques, vous vous retrouveriez dans le cerveau devenu technologique parce que le processus aura été assez progressif. Et si, avec les neurones naturels retirés, on reconstituait un nouveau cerveau identique à l'ancien, avec les mêmes neurones naturels donc. Vous resteriez dans le cerveau devenu technologique, vous ne serez pas dans le nouveau cerveau, pourtant composé exactement des mêmes neurones naturels, et pourtant configuré exactement de la même manière. Examinons ce qui vient de se passer. Le remplacement suffisamment progressif de vos neurones naturels par des neurones technologiques aura abouti au fait que vous vous retrouvez dans un cerveau technologique, parce que le caractère progressif du remplacement aura permis que vous vous adaptiez et que vous investissiez au fur et à mesure chaque nouveau neurone technologique. Vous êtes passé d'un cerveau naturel à un cerveau technologique, d'une manière progressive. Votre essence n'est plus attachée aux neurones naturels épars. Votre essence est maintenant attachée au cerveau technologique. Si on reprend ces neurones naturels épars et qu'on les recompose en un cerveau naturel identique, vous n'y serez toujours pas, vous resterez dans le nouveau cerveau technologique, alors que votre ancien cerveau naturel aura été intégralement recomposé à l'identique. Votre essence n'est pas réductible au fait de votre cerveau physique, elle est seulement étroitement liée à votre cerveau physique en temps normal, en situation d'incarnation. Pour saisir correctement toutes les expériences de pensée que nous venons de faire, il faut faire taire votre émotionnel et vous concentrer suffisamment pour accéder à la pure logique. Et tout ce que nous venons de voir est parfaitement logique, même si nous n'avons pas nécessairement expliqué le détail de chaque processus d'inférence ou de conclusion. Mais si vous avez une bonne capacité de logique, le caractère rigoureux de chaque inférence et de chaque déduction ne vous aura pas échappé. Le point de départ, c'est bien sûr l'idée que votre essence est une réalité, peu en importe la nature, et qu'elle est distincte du fait général de votre corps physique. Ce que nous venons de montrer en réalité, c'est que votre essence est aussi distincte de votre système psychologique. Comment? Les affections de votre cerveau affectent le schéma fonctionnel de votre système psychologique. Et les activités psychologiques génèrent des dynamiques dans le cerveau physique. Quand vous vous retrouvez dans le nouveau cerveau technologique, tandis que vous n'êtes plus dans le cerveau naturel, recomposé à l'identique. Vous avez la même psychologie, la même personnalité, mais si le cerveau naturel recomposé était animé, il manifesterait la même psychologie, la même personnalité. Si on vous plonge dans une transe suffisamment profonde, dans cette transe, on peut reprogrammer temporairement votre personnalité et la changer complètement. Qu'est-ce qu'on aura fait en réalité?
on aura imprimé une structure neuronale et une dynamique neuronale différentes. Et tout le temps que tiendront cette nouvelle structure et cette nouvelle dynamique, vous aurez une personnalité qui y correspond. Vous serez convaincu de porter un nom différent. Vous trouveriez votre visage dans un miroir, tout à fait étrange au lieu qu'il vous soit familier. Vous n'aimerez plus la mer, vous préférerez la montagne. Vous serez affublé d'une tendance à l'angoisse, alors que vous étiez plutôt confiant dans votre ancienne personnalité. Supposons qu'on ait une machine précise de reprogrammation des structures et des dynamiques neuronales. On vous scanne et on imprime votre structure et votre dynamique sur le cerveau d'une autre personne. Et vous voilà deux, avec la même personnalité. On imprime sur vous le schéma neuropsychologique de l'autre personne. Et voilà qu'on vient d'intervertir vos personnalités, tandis que chacun sera resté dans son cerveau. Or, qu'est-ce qu'on nomme votre système psychologique? C'est la structure et la dynamique de votre cerveau, qui s'exprime de manière qualitative, dite psychologique, à travers des traits de caractère, des dynamiques de désir, des marqueurs de préférence, etc. De tout ce qui précède, il suit que votre essence est aussi distincte de votre système psychologique, qu'elle est distincte de votre corps physique et de votre cerveau physique. Peut-on dire les choses autrement? Oui, vous n'êtes ni votre corps physique, ni votre personnalité psychologique. En d'autres termes encore, vous n'êtes pas votre complexion psychophysique. Qui préfère les fraises et qui n'aime pas trop les groseilles? Votre complexion psychophysique. Qui est sujet à la faim et à la soif? Votre complexion psychophysique. Qui stresse à la perspective de se confronter à un nouveau défi ou de se confronter à un jury d'examinateurs? La complexion psychophysique. Qui a besoin de vacances? Qui a besoin d'argent? Qui a besoin d'affection? Qui rêve de vivre dans une ferme autonome en montagne, loin de la vie citadine et de son béton? Qui met un point d'honneur à essayer de remporter une médaille? Qui est sujet à la maladie? Qui se sent blessé et qui se sent rejeté quand les choses sont comme ceci et pas comme cela? Qui nourrit de la rancœur et de l'aigreur? Qui se retrouve prisonnier de ses dépendances affectives? Qui est révolté contre la gouvernance de tels dirigeants politiques, etc. C'est la complexion psychophysique. Vous êtes une essence substantielle dotée intrinsèquement de la capacité de conscience, de la capacité d'intelligence et de la capacité de volonté. Et c'est ce qu'on appelle un esprit. Essayez de comprendre ceci. Quand vous allez travailler dur, et essayez de travailler aussi intelligemment, donc dur et intelligemment, pour gagner beaucoup d'argent, afin de gagner beaucoup d'argent en soi, afin de vous acheter une belle maison et une belle voiture, afin de payer les études supérieures de vos enfants, afin de créer et de développer un patrimoine imposant, afin de vous mettre vous-même et vos proches à l'abri du besoin, afin de créer pour vous et vos proches des conditions de vie aisées, afin de disposer de la puissance financière nécessaire pour faire les choses tranquillement, sans qu'elles ne deviennent des problèmes stressants, etc. Quand vous allez faire cela. La nature des objectifs que vous poursuivez est définie par votre complexion psychophysique, mais l'essence du pouvoir d'intelligence et du pouvoir de volonté que vous mobilisez pour essayer d'atteindre ces objectifs, cette essence relève de l'esprit que vous êtes. Essayez de comprendre encore ceci. Quand vous allez vous adonner à toutes sortes de choses, pour que les gens vous aiment, pour que les gens vous apprécient, pour que les gens vous remarquent et vous accordent de l'attention, pour que telle personne en particulier vous aime et s'engage avec vous dans une relation durable, pour guérir de tels problèmes de santé, pour devenir une petite célébrité à l'échelle de votre quartier, à l'échelle de votre ville ou à l'échelle de votre pays, etc. Il s'agira de désirs et de besoins, d'objectifs et de rêves, dont la nature sera évidemment définie par votre complexion psychophysique, tandis que l'essence des efforts d'intelligence et de volonté que vous pourriez y déployer, avec plus ou moins d'intelligence et avec plus ou moins de volonté. Cette essence-là relèvera de l'esprit que vous êtes. Appelons impératif de la complexion psychophysique toute la diversité des besoins et des désirs, des envies et des appétits, des rêves et des objectifs, des défis et des problèmes, etc., que peut se définir la complexion psychophysique. Ce qui se passe exactement, c'est ceci. Quand vous poursuivez un impératif de la complexion, quand vous travaillez à un impératif de la complexion, vous devez nécessairement mobiliser quelque chose de votre pouvoir intrinsèque d'intelligence et quelque chose de votre pouvoir intrinsèque de volonté. Il faut utiliser de l'intelligence et de la volonté pour se bâtir une source de revenus qui vous rapporte un demi-million de dollars à l'année. Tandis que si vous essayez de travailler à une telle chose, mais que vous n'avez pas beaucoup d'intelligence
et beaucoup de volonté, vous pouvez vous retrouver incapable de dépasser les 50 000 $ à l'année. Il faut utiliser de l'intelligence et de la volonté pour bâtir et entretenir une belle relation conjugale. Tandis que si vous essayez, mais que vous n'avez pas assez d'intelligence et de volonté, vous n'aurez le choix qu'entre la solitude et la souffrance dans une relation, étant vous-même générateur de tout ou partie de cette souffrance. Le fait d'utiliser une faculté régulièrement n'implique pas que vous soyez nécessairement dans une dynamique de développement de cette faculté. Vous pouvez chanter sous la douche toute votre vie, sans développer aucun vrai talent de chanteur. Vous pouvez conduire des voitures toute votre vie, sans développer aucun vrai talent de pilote de course. Vous utilisez régulièrement l'essence de votre pouvoir d'intelligence et de votre pouvoir de volonté chaque jour. Vous le faites pour traiter différents impératifs de la complexion. Mais en réalité, cela n'aura jamais valeur de développement intrinsèque de votre pouvoir d'intelligence et de votre pouvoir de volonté. Ce n'est pas parce que, en situation d'incarnation, vous utilisez à quelques degrés votre intelligence et votre volonté pour les impératifs de la complexion que vous les développez effectivement. Et cette situation n'est pas intéressante pour l'esprit que vous êtes, quels que soient les résultats que vous pouvez obtenir du point de vue des impératifs de la complexion. Est-il possible de définir les impératifs de l'esprit immortel que vous êtes? Oui, et cela est même très simple, mais d'une simplicité qui nécessite une bonne compréhension de tout ce qui précède. Qu'est-ce que cela signifie que vous êtes un esprit? Cela signifie que vous êtes une essence substantielle caractérisée intrinsèquement par un pouvoir de conscience, un pouvoir d'intelligence et un pouvoir de volonté, indépendamment de ce à quoi s'applique ponctuellement le pouvoir de perception de la conscience, le pouvoir de compréhension de l'intelligence et le pouvoir d'action de la volonté. Les impératifs de la complexion psychophysique sont tous des impératifs contingents, c'est-à-dire des choses qui viennent répondre à un jeu de faiblesse, de friabilité, de fragilité et de vulnérabilité au sein de la complexion, depuis le niveau physique jusqu'au niveau psychologique, et les nécessités de compensation et de renforcement découlant de cela étant connues sous la forme des besoins, des désirs, des envies, des appétits et des souhaits. L'esprit que vous êtes est immortel. Cela signifie qu'en lui ne se trouve aucun élément de faiblesse et aucun élément de tout ce qui suit la faiblesse. La conséquence immédiate de cela, c'est que si l'esprit a des impératifs, aucun de ces impératifs n'est du genre contingent. Quand vous soupirez après le mariage, ce n'est pas l'esprit immortel que vous êtes qui veut se marier. C'est votre complexion psychophysique. Quand vous vous sentez trahi par quelqu'un, ce n'est pas l'esprit immortel que vous êtes qui est sujet à une telle affliction émotionnelle. Cette affliction est entièrement fabriquée par votre complexion psychophysique, et ce qui a été trahi et ce qui se sent trahi, c'est votre complexion psychophysique. Quand vous voulez devenir un magnétiseur puissant, capable d'accomplir des prodiges, cette aspiration n'a rien à voir avec le fait essentiel de l'esprit immortel que vous êtes. C'est une aspiration de votre complexion psychophysique. Et notez que nous n'avons pas dit qu'il serait mauvais de travailler aux impératifs de la complexion. Que vous vouliez devenir un champion de boxe, que vous vouliez résoudre le conflit israélo-palestinien, que vous vouliez réaliser l'ascension, que vous vouliez décrocher un prix scientifique, etc. Nous vous disons qu'il n'y a aucun problème à se définir les objectifs qu'on veut et à essayer de les atteindre. Que disons-nous alors? Nous disons que les impératifs de l'esprit, s'ils existent, ne sauraient correspondre à aucun impératif contingent. Redéfinissons l'esprit, pour une meilleure compréhension du propos. L'esprit se caractérise par un pouvoir fondamental qui se signale par trois aspects fondamentaux. Un aspect conscience, un aspect intelligence et un aspect volonté. Si l'esprit n'était rien de plus qu'une essence substantielle inerte, il n'y aurait rien à en dire. Si l'esprit n'était rien de plus qu'une essence substantielle animée de quelque activité primaire, rudimentaire, il n'y aurait aucune raison d'appeler ça un esprit. L'esprit est doté intrinsèquement d'un pouvoir qui se manifeste comme conscience, comme intelligence et comme volonté. Ce pouvoir, en raison de ses caractéristiques, nous le nommons force psychique. Ce qui importe pour l'esprit, c'est d'augmenter encore et encore sa capacité générale, de percevoir de plus en plus puissamment la réalité, de comprendre de plus en plus puissamment la réalité et de pouvoir agir de plus en plus puissamment au sein de la réalité sur quelque élément de la réalité. Il ne s'agit pas absolument de percevoir précisément ceci ou cela. Il s'agit de développer encore et encore la capacité générale et fondamentale de percevoir. Il ne s'agit pas absolument de comprendre précisément ceci ou cela.
Il s'agit de développer encore et encore la capacité générale et fondamentale de comprendre. Et il ne s'agit pas absolument d'accomplir précisément ceci ou cela. Il s'agit de développer encore et encore la capacité générale et fondamentale d'accomplir des choses. Pour l'esprit, ce qui importe, ce ne sont pas les objets particuliers sur lesquels il va exercer sa force psychique. Ce qui importe, c'est de développer encore et encore sa capacité générale et fondamentale de maîtriser n'importe quel objet. Dit en termes condensés, l'esprit immortel n'a qu'un seul et unique impératif, c'est de développer encore et encore sa force psychique, c'est-à-dire sa force énergétique intrinsèque caractérisée par un aspect conscience, un aspect intelligence et un aspect volonté. La perception intérieure de cet impératif, de l'impératif fondamental de l'esprit, ne vous est pas forcément naturelle. Et pourtant, quand vous cherchez à réaliser l'immortalité, à réaliser l'ascension, à éveiller des pouvoirs énergétiques significatifs, à maîtriser des pouvoirs énergétiques significatifs, à devenir un surhomme, à devenir un demi-dieu, à devenir un dieu, etc. C'est en réalité l'impératif fondamental de l'esprit immortel que vous êtes, qui essaie de s'imprimer dans votre perception cérébrale, et que votre entendement cérébral traduit comme il peut. Et pourtant encore, quand vous cherchez à réaliser la paix intérieure inconditionnelle, à réaliser la joie intérieure inconditionnelle, à réaliser l'extase permanent, etc. C'est encore en réalité l'impératif fondamental de l'esprit immortel que vous êtes, qui essaie de s'imprimer dans votre perception cérébrale, et que votre sensibilité émotionnelle traduit comme elle peut. Et dans les traductions qu'opère votre complexion psychophysique, évidemment que la complexion a quelque peu tendance à ramener les choses au niveau de ses impératifs contingents. Ainsi par exemple de la traduction par la recherche de l'immortalité, ou encore par exemple de la traduction par la recherche de la joie intérieure inconditionnelle. Vous pouvez travailler à n'importe lesquels des impératifs contingents de votre complexion psychophysique. Ce que nous disons, c'est que vous devriez aussi faire de la place dans votre vie, pour consacrer du temps et de l'énergie au travail concernant l'impératif fondamental de l'esprit immortel que vous êtes, le travail de développement de votre force psychique. En d'autres termes, la pratique psychique. Qu'est-ce que la pratique psychique en termes techniques? Pour l'apprentissage procédural et technique de la pratique psychique, c'est-à-dire pour que vous sachiez pratiquer la pratique psychique, pour que vous sachiez faire quand vous prenez un moment de pratique psychique, vous devez faire l'acquisition du pack de base pour la pratique psychique, pour une compréhension intellectuelle des outils et des techniques, ainsi que du substrat énergétique de l'esprit immortel en relation avec la pratique psychique formelle. Veuillez suivre cette nouvelle série de textes qui constituera le matériau pour le manuel de référence de la pratique psychique. Cyril Ndongasu, enseignant de la pratique psychique.